Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Thora Bleuf et Maëva May, les deux fondatrices de COS. Bienvenue à toutes les deux sur Instant Cactus. Merci. Merci. Alors, on va peut-être commencer par les questions simples, c'est-à-dire les présentations. Qui êtes-vous et comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Alors, on est Thora et Maëva. De base, on est vraiment amies d'enfance, donc on a grandi ensemble à Verbier. Et puis, déjà à l'école, on avait toujours un peu des projets de côté, à côté des cours, on faisait plein de trucs. Nos profs, ils se tiraient un peu les cheveux parce qu'on voulait jamais faire comme les autres. Et puis, en grandissant ensemble, ces projets ils se sont développés. Et puis, quand on était à l'Uni, Maëva en sciences de la nutrition et puis moi en communication, on s'est dit que on pourrait faire quelque chose de quand même cool ensemble. Et puis, ça a débuté avec un compte Instagram où on faisait de la bonne bouffe qui était colorée, qui donnait envie, et puis puis avec des captions qui étaient un peu witty and fun, pour du coup faire en sorte que la connexion entre qu'est-ce que ça veut dire de manger sainement et puis qu'est-ce qui est aussi sain pour la planète ou qui ne détruit pas la planète, que ça soit plus évident. Parce qu'on trouvait que tout ce qui était au final sustainable, zero waste, tout ce genre de trucs, c'était assez beige et puis c'était très moralisateur et c'était pas très sexy, Ouais. en vrai. C'était pas très intégratif. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'amis hommes, un peu plus de ce côté rider comme ça. Et c'est vrai que dès qu'on leur parlait de durabilité ou alors de manger sainement, c'était un peu ouais, mais bon, on va manger 3 graines dans une assiette. Et puis c'était frustrant, sachant que on était passionnés par l'alimentation toutes les deux, avec ce côté nutrition et tout. Et puis on s'était dit que c'était un moyen efficace de en fait promouvoir ça. Donc on a fait beaucoup. Et puis d'initier la conversation, parce qu'on trouvait aussi qu'au niveau il y a quand même énormément de comptes bouffe. Il y avait déjà avant et encore plus maintenant, où tu parles de healthy eating, puis c'est souvent des smoothies avec des fruits tropicaux qui viennent de l'autre côté de la planète, et puis un milliard d'ingrédients qui viennent de Narnia, ouais, aussi. Oui, c'est ça. Ou que tu sais pas les trouver, et puis on était là, ça c'est pas vraiment non plus le type de... évidemment, on aime bien manger un smoothie bowl aussi, mais pas tout le temps. Et puis qu'en fait, c'était aussi un challenge de les revisiter d'une manière avec des ingrédients d'ici. C'est un peu genre, comment est-ce qu'on peut échanger l'avocat qui quand même a un impact énorme sur l'environnement en fonction de l'eau que ça demande et tout ça. Comment est-ce qu'on peut échanger pour quand même garder cette même texture et tout. Donc on a quand même commencé à tester pas mal ce genre de trucs. Et puis en faisant ce compte Insta, ça s'est vite développé en demande pour faire du catering. Et pour faire des événements, on a fait des collaborations. Notre tout premier mandat, c'était avec la Maison du Moulin, qui est un vignoble en biodynamie à Coinzin. Et puis, du coup, on s'est retrouvés depuis au début, notre propre cuisine, un peu faire des buns, des trucs, des brunchs et tout. Mais par contre, c'est super important pour nous d'avoir toujours une connotation qui était un peu ludo-éducative, de parler d'où venaient les produits, pourquoi c'était ce type de produit-là et tout. Mais après, on s'est vite quand même retrouvés assez frustrés parce que l'impact qu'on pouvait avoir sur les gens et tout ça, c'était quand même assez réduit à ce qu'ils mangeaient. Puis du coup, il y en avait qui étaient là un peu genre « Ouais, mais pourquoi c'est pas assez sucré ?» Ou bien... Surtout que Maëva, elle a quand même un background en tant que pâtissière confiseuse. Et puis que tu as plus l'habitude de tout ce qui est préparation et tout ça et tout. Mais moi, j'ai aucun background là-dedans, donc on a vraiment aussi beaucoup appris sur le tas. Et puis après de se retrouver à faire des événements pour 900 personnes, c'était chaud, et puis c'était pas forcément ce qu'on a envie de faire de nos vies. Donc c'est pas on a évidemment beaucoup apprécié faire ça, mais c'est pas comme si ça venait d'une passion de cuisine.
Après, il y avait autre chose qui s'est mis en place. Exact. Justement, alors sur Instagram, pour revenir à ça, vous qualifiez de Swiss Food Rebels. J'aime beaucoup ce titre. Bon, tu as expliqué du coup un petit peu d'où ça venait. Donc votre engagement a évolué après ce service de catering et ce compte Instagram. Donc maintenant, ça se traduit dans les faits par une agence qui est COS, cos.ch. Alors c'est quoi la mission avec COS ? Alors la mission de COS, c'est vraiment d'être une task force, vraiment être un catalyseur pour tous les projets ou initiatives qui sont liés à l'alimentation et qui tendent vers des pratiques plus durables. Donc ça comprend aussi la gestion des déchets, ça comprend un choix des producteurs réfléchis, ça favorise les circuits courts, peut-être aussi beaucoup de formation avec les professionnels, les chefs, et puis une énorme partie en termes de communication, que ce soit à l'interne avec l'équipe du projet ou alors à l'externe en termes de comment est-ce qu'on peut revaloriser les efforts de l'entreprise, de la commune ou de la destination. Ouais, c'est vraiment si on simplifie, c'est vraiment de faire en sorte que cette transition vers des pratiques plus durables soit facilitée, donc pour que les entreprises, elles puissent aussi plus pratiquer ce qu'elles prêchent et pas juste faire du greenwashing, parce qu'il y a quand même un énorme problème avec ça aujourd'hui. Et puis faire en sorte que cette transition soit vraiment plus facilitée, mais aussi beaucoup plus profitable, parce que du coup, tu as quelqu'un qui peut, qui est nous, de venir un peu faire en sorte que ça bouge vers l'avant, et puis voilà. Ouais, d'avoir des objectifs précis, que ce soit financier ou en termes de réduction des déchets. Donc, il y a toujours une revalorisation derrière en termes d'image ou en termes de profit financier si on réduit notamment les déchets ou si on a un choix de producteurs ou alors on fait des conserves l'été ou ce genre de démarche. Donc, effectivement, c'est toujours aussi un de nos objectifs, pas que ça soit profitable pour les personnes avec qui on travaille. Ouais. Et puis surtout aussi, quelque part on dit toujours, et puis c'est un peu notre mentor Sophia de Meyer qui nous l'a dit aussi, c'est que notre mission maintenant, elle nous appartient pas vraiment, parce qu'il y a les objectifs de développement durable de l'ONU et tout ça qui sont quand même conséquents, et puis que tous les objectifs sont 7 quelque part. Donc pour nous, c'est vraiment à travers tout ce que Maëva a dit par rapport à qu'est-ce qu'on fait, c'est de faire en sorte d'aligner en fait la majorité des acteurs à ces objectifs de développement durable. Ok. Et comment ça se passe concrètement ? Comment est-ce qu'on passe d'un compte Instagram à une agence ? Parce que c'est quand même un gros morceau. Le trait d'union entre le compte Instagram et l'agence, c'était vraiment le projet Devor qu'on a mené depuis 2019. Et c'est parti vraiment de cette frustration de dire on va pas sauver le monde en faisant du granola, il faut qu'on vise plus haut, il faut qu'on vise systémique, et puis il faut qu'on inclue des acteurs, des autorités locales, des professionnels dans le domaine, les gestionnaires de déchets, typiquement la Satom qui est ici à Montaix, pas très loin, et puis d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut, parce que ce qu'on a fait avec OS et avec le compte Instagram, c'était important. Et puis cette connexion avec les gens, c'est important. Mais c'est vrai que c'est toujours et encore difficile de manger sainement et en pensant à la planète. Et puis pour tous les porte-monnaies, donc c'est pas forcément la chose la plus évidente. Non, et donc il y avait un problème au niveau systémique. Donc ça, c'était aussi notre volonté de passer à C'était un peu l'insight clé qui a fait que, surtout, qu'il y avait cette déconnexion déjà de nous, que c'était pas du granola qu'on a envie de faire à vie, et puis qu'on avait des compétences aussi dans d'autres domaines où du coup l'impact qu'on pourrait avoir en utilisant ces compétences-là serait quand même plus majeur que de juste faire du catering. C'est pas de dénigrer la profession du tout, mais de dire c'est pas notre mission à nous. Mais justement, et en se rendant compte que même si t'es super conscient du fait qu'il faut utiliser des produits différents ou bien qu'il faut mieux gérer tes déchets, etc. et tout, ça reste encore beaucoup plus difficile. Et typiquement, du coup, dans la restauration où tu as des marges qui sont minimes, t'as pas du tout forcément beaucoup de temps et tout, c'est beaucoup trop difficile. Et puis du coup, c'est ça qui a donné un peu naissance à Devor, qui avait pour but du coup d'aider les restaurants, surtout aussi qu'on avait besoin de chiffres, après d'aider les restaurants à quantifier leurs déchets alimentaires pour pouvoir les réduire et aussi y raccrocher le coût de cette malgestion entre guillemets. Voilà, exact. Okay. Donc du coup, Devor de base, c'était vraiment un forum où c'est parti d'un festival. Ça s'est beaucoup affiné en cours de route, où on voulait aussi mettre en contexte tout ce qui était alimentation à travers des workshops, des panels et ce genre de trucs. Mais on voulait pas non plus juste faire un autre événement qui ne mènerait pas à quelque chose de très concret. Et c'est pour ça qu'on a fait pour la première édition cette étude avec les restaurateurs,
où on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Kitro, qui ont un dispositif qui fonctionne avec l'intelligence artificielle qui pèse en fait les déchets alimentaires. Et puis du coup ça nous a permis de bien quantifier la quantité et de pouvoir montrer aussi à la commune, vu qu'on a réussi à avoir un soutien de la part de la commune de Bagne. Donc le projet d'Evor concerne surtout Verbier et puis le Val de Bagne. Et puis pouvoir aussi leur donner un compte rendu. Après, il y a Covid qui est arrivé, donc les 6 mois de mesures qu'on était censé avoir, le forum qui devait avoir lieu du coup l'été passé, ça a tout été un peu repoussé, mais on continue quand même à travailler dessus, donc gentiment ça avance. Ouais. Et je crois qu'il y a déjà des résultats pour la première partie de l'étude. Vous pouvez les partager ou pas encore ? Oui, effectivement. Alors, comme dit Thora, on a réussi à faire 3 mois d'analyse consécutive dans 8 restaurants avant la fermeture des restaurants en mars l'année passée. Et ça a donné pour ces 8 restaurants, pour 3 mois, environ 9,2 tonnes de déchets évitables. Donc, ce n'est pas des déchets qui sont consommables. Donc, les déchets consommables type eau, pelure, coquilles d'œufs ne sont pas comptés dans ces 9,2 tonnes. Ce qui représente un coût à peu près de 75 000 francs de pertes financières, du coup, sur ces 8 restaurants. Et puis, si on traduit ça en tonnes de CO2 qu'on aurait pu potentiellement éviter, ça fait 17,2 tonnes de CO2 qu'on aurait pu éviter si on avait évité ce gaspillage. Après, les insights plus précis par rapport au workshop qu'on a fait avec les restaurateurs, parce qu'on avait ce souhait de les réunir aussi, qu'ils puissent discuter entre eux, qu'ils puissent partager en fait des processus qu'ils ont à l'interne qui fonctionnent bien pour certains, qui pourraient être implémentés chez d'autres. Et c'était vraiment toujours une question d'un manque de temps, un manque de place pour les cuisines qui sont vraiment très petites à Verbier, et le mètre carré n'est pas donné. Ouais, c'est clair. Et puis, c'était impressionnant de voir à quel point ils avaient cette volonté de faire les choses, mais que c'était pénible au final de le faire. Voilà. Et puis, en fait, je pense que Dora pourra rebondir là-dessus, mais c'était aussi ce challenge par rapport à l'audience et à la clientèle qui est demandante de produits type des fraises à la Saint-Valentin ou ce genre de choses qui sont pas forcément durables, ou alors des homards à 2000 mètres, donc ce genre de produit qui fait partie toujours d'une demande. Et comment est-ce qu'on redéfinit le luxe avec cette clientèle, avec les restaurateurs. Donc c'était un énorme morceau de la conversation. Ouais, et puis surtout aussi de dire, parce que des fois en quelque sorte les restaurateurs ils sont victimes de la volonté des clients, mais ce que nous, on est quand même persuadés, et puis c'est ce qui se montre dans les études, etc., c'est que les consommateurs attendent aussi beaucoup que les entreprises prennent position par rapport à certaines choses. Donc c'est aussi vraiment de leur donner aussi les outils et la force pour pouvoir dire chez nous il n'y a pas de homard parce que ça vient pas dans le rayon du lac des Vaux ou du lac de Cly, mais ou bien on n'a pas de fraises en janvier parce que c'est juste pas la saison. Donc on a ces options-là, c'est ce qu'il y a sur la carte, etc. Et c'est comme ça. Et puis évidemment, pour certains, c'est plus facile que pour d'autres parce que dès qu'il y a un concept un peu plus large autour, ou bien qu'il y a plus de muscles en termes financiers aussi, c'est plus facile de dire ok, nous on fait ça, puis c'est comme ça. Et puis t'as les plus petits établissements où du coup c'est beaucoup plus difficile parce que d'un côté, ils peuvent tous dire oui, on utilise la majorité des produits d'ici et tout, mais après c'est vrai que c'est quand même sur ces produits-là qu'ils font de la marge ou pas. Et puis que si c'est un peu genre leur produit phare, leur produit phare ou bien leur manière de faire, c'est vraiment que ça soit conséquent en termes de quantité, mais pour un prix plus réduit, si c'est plus proche des pistes, ou bien c'est justement une audience un petit peu plus jeune et tout. C'est clair qu'on va pas la solution c'est pas non plus juste de leur dire les gars faut passer que sur des produits super locaux et réduire vos portions, et puis parce qu'au final tu leur as changé leur concept. Après c'est dans un processus de tendre là-dedans, mais après tu veux pas ce qu'on dit toujours aussi par rapport à ça, et puis c'est un peu aussi ce qui est et avec en fait l'urgence climatique en général, c'est que c'est évident que c'est des problèmes globaux, mais au final les solutions elles sont très locales, et puis que c'est vraiment il n'y a pas de one size fits all pour n'importe quel restaurant. Il faut vraiment trouver où est-ce que on peut améliorer pour chacun. Donc c'est là où en fait le plus gros travail a été fait avec Devor, et ce qui a pris vraiment le plus de temps, et ce qu'on n'avait pas du tout calculé au début non plus, à quel point ce serait un investissement de notre part.
Et c'est là aussi où on a le plus appris. C'est vraiment l'accompagnement des restaurants et de voir qu'est-ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et avec de l'aide d'une technologie comme celle de Kitro, là du coup c'est possible aussi de le faire plus pertinemment. Mais que en fait, où toute la différence ça sera faite, c'est dans l'accompagnement. J'ai été voir sur le site de Kitro quand tu m'en avais parlé l'autre jour et j'ai découvert la vidéo qu'ils ont tourné le spot avec l'hôtel d'Angleterre. Ouais. J'ai trouvé assez intéressant parce que c'était cette histoire de la tomate qui était décorative et qu'en fait ils retrouvaient toutes les tomates à la poubelle. Et j'ai trouvé ça assez fascinant de se dire que grâce à l'intelligence artificielle on pouvait être aussi pointu dans le détail. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne, sauf erreur, la poubelle elle est capable de dire quel type de déchet c'est, et quel volume, quel point, c'est juste. Ouais. En fait, y a une balance qui est sous la poubelle et qui est réglable en fonction de la taille de la poubelle pour qu'elle passe dans les cuisines. Et puis, en dessus de la poubelle, il y a un manche avec une tête qui comprend un appareil photo. Et cet appareil-là est relié au Wi-Fi. Donc, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose dans la poubelle, il y a une pesée et une photo qui se déclenchent à partir de 50 grammes. On peut même aller dessous, mais peut-être en dessous, c'est moins pertinent. Et puis, en fait, après, on a accès à un dashboard qui, lui, va trier les informations entre exactement ce qui est évitable et non évitable, donc consommable et non consommable. Ok. Oui, j'ai trouvé ça fascinant, je ne connaissais pas du tout. Je me doutais bien que le concept existait, mais pas pointu à ce point-là. Non, après, ils ont vraiment beaucoup travaillé sur la pertinence du dashboard. Et puis, le dashboard est quand même vraiment aussi intuitif sur la manière de fonctionner. Et puis, ça s'est déjà beaucoup amélioré aussi en termes de... elle est quand même assez jeune, la start-up, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'amélioration et d'investissement de la part de l'équipe de toujours développer le produit. Donc c'est un chouette partenaire là-dedans. Après, c'est comme on dit toujours aussi, la première étape, c'est de mesurer. Mais la mesuration en soi va peut-être pas forcément résoudre tous les problèmes, mais au moins c'est la première prise de conscience. Ouais. Et justement, vous avez l'impression que les résultats en guillemets sont suffisamment marquants pour que les restaurateurs aient envie d'agir. Après, on a parlé des contraintes avant, mais globalement, vous avez quand même l'impression que ça insuffle un peu un dynamisme et qu'il y a une volonté de changement. Ouais, c'était un choc un peu pour tout le monde, honnêtement, même pour nous. Et puis pour les restaurateurs aussi, de voir à quel point il y a énormément de l'aspect financier qui part à la poubelle. Et puis pour la commune aussi, c'était assez impressionnant parce qu'eux, ils ont aussi un coût par rapport à la levée des poubelles qui déplacent de Verbier jusqu'à la Satom. Donc s'il y a une optimisation des déchets, il y a aussi une réduction potentielle du nombre de trajets qu'on fait entre la vallée de Bagne jusqu'à la Satom. Et puis après, c'était le choc. Puis après, c'était justement cette réflexion de qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats. Et est-ce que pour le moment, il y a déjà des changements qui ont été mis en place, concrets, ou c'est un peu trop tôt ? La triste chose dans l'histoire, c'est que on a eu Covid au mois de mars. Et du coup, là, pour les restaurateurs, c'était un énorme choc. Donc, on a essayé tant bien que mal de les aider au mois de mars quand ils ont fermé à éliminer le stock. Donc, on a appelé à gauche, à droite les services de redistribution alimentaire. Après, il y a beaucoup des saisonniers qui ont été sur place aussi pour récupérer ce stock-là. Et puis après, il a fallu jongler entre les humeurs de la Confédération et celles des restaurateurs, et puis essayer de se trouver une place là au milieu pour essayer de les accompagner tant bien que mal. Donc on a fait tout le suivi après par la suite via Zoom, donc le débriefing par rapport aux résultats, on a fait ça pas mal. Puis en juillet, on a eu la chance de pouvoir se réunir encore une fois. Et puis les résultats concrets, c'est que y a une prise de conscience déjà, honnêtement, mais il y a beaucoup d'accompagnement qui doit se faire maintenant. On a pu identifier les aliments principaux qui sont les plus gaspillés par type d'établissement. Et puis après, quand ils ont réouvert, il y avait toutes ces nouvelles entre guillemets normes par rapport au buffet, par rapport aux distances, et du coup, c'était difficile de voir un avant-après très très spécifique. Comme on l'avait souhaité, parce que au début du Covid, c'était le désastre un peu pour tout le monde. Nous, on était là, c'est nul, quoi. Ouais, on était là, on travaille plus vers la restauration et puis l'événementiel. Et en fait, du coup, il n'y a rien du tout qui se passe. Puis du coup, mais après, on s'est dit qu'en fait, il y a quand même un silver lining quelque part, parce que du coup, ça veut dire qu'on pourra faire un avant-après et de bien accompagner sur les résultats des 3 mois. Et puis après, vu que ça a été vraiment ouvert-fermé, et puis du coup, c'était pas aussi clair et net comme on l'aurait souhaité. Mais après, c'est justement... personnellement, de notre côté, c'est clair que des fois, on se dit, genre,
On a mis tellement d'efforts dedans, et les restaurateurs aussi, pour au final pas vraiment pouvoir quantifier exactement, enfin d'avoir des améliorations super concrètes. Mais après, tu dis que tout changement commence par une vraie prise de conscience. Et puis que là, pour quand ça reprend, il y en a quand même beaucoup qui disent aussi c'est quand même le bon moment pour du coup faire des changements si on survit. Et puis que ceux qui ont été le plus motivés, on continue évidemment à travailler avec. Et puis que ça quand même ça bouge, que ça continue quand même à bouger. Mais on est prête pour la réouverture en Ouais. même temps, avec impatience comme les restaurants. En parlant de prise de conscience, on s'était parlé le jour pour préparer cette interview. J'ai ensuite été faire un petit tour sur le site de l'Office fédéral de l'environnement. J'ai appris plein de choses, comme je vous l'avais dit, pour en savoir davantage sur la situation en matière de déchets alimentaires en Suisse. Alors, les chiffres sont très interpellants. Vous en citiez quelques-uns pour la région, mais je vais citer ceux de la Suisse rapidement. La consommation de denrées alimentaires en Suisse, ça génère 2,8 millions de tonnes de pertes évitables par an. Du coup, je vais y arriver. Tout au long de la filière, donc que ce soit sur le territoire national et à l'étranger. Et en début d'interview, on évoquait que le discours était souvent très moralisateur, qu'on disait il faut manger ci, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça. Est-ce qu'au final, il ne faut pas être moralisateur pour éveiller un petit peu les consciences ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'un côté, oui, parce que nous, on est les premières à être frustrées du fait que nous, on travaille dedans depuis un moment, puis des fois, tu as l'impression que tu n'arrives même pas en fait, à faire changer les habitudes des gens qui sont le plus proches de nous. Puis t'es là, mais maintenant, tu sais pourquoi tu ne changes pas. Mais en même temps, c'est aussi, il y a des manières différentes d'être moralisateur, j'imagine. C'est pas une question de dire, ok, ça, c'est nous, on fait juste, alors comme ça, vous devrez faire comme ça, et c'est la seule manière de faire. C'est vraiment, on parle souvent d'intégration, et puis dans la formation que Maëva a fait, c'est toujours une approche très holistique. Et puis aussi, basée sur les principes aussi de la PNL et ce genre de choses, ça demande quand même, oui, il faut pas mentir sur les faits, ou bien, justement, juste maquiller la vérité, etc. et tout. On peut vraiment bien communiquer sur le fait que, c'est la merde, franchement. Et puis qu'en termes d'environnement, c'est super urgent. On peut aussi tirer la parallèle avec, par exemple, le Covid, qui est arrivé comme ça. Tout le monde, c'était l'urgence, on va tous mourir, etc. et tout. Et puis qu'au final, tu vois que les changements sont possibles de faire. Mais par contre, au changement climatique, ou bien, par exemple, à l'alimentation, où au final, il y a énormément de choses concrètes que tu peux faire. Je veux dire, si tu passes à manger de la viande 2 fois par semaine à la place de 5, la réduction de ton impact que tu peux mesurer est énorme. Et ça, c'est des choses que du coup, dans le discours des médias et tout, que en fait, on a l'impression que les gens ne sont pas assez concernés par cette urgence. On n'est pas dans l'urgence, oui. Exact, alors qu'on l'est. Et puis qu'on voit qu'au final, si tout le monde se décide que il faut vraiment changer, c'est possible de le faire. Après, on a aussi, par rapport à tout ça, au final, ça revient toujours à quelque chose d'humain. Par exemple, quand tu parles de terroir, de produits locaux et ce genre de choses, tout le monde est en mode de c'est super, bien sûr, on va consommer plus local. Mais dans la pratique. Et surtout aussi que aussi en Suisse, quand on parle de terroir, c'est pas forcément synonyme avec alimentation durable, parce que c'est le fromage, c'est la viande séchée, c'est des produits un peu comme ça. Et du coup, évidemment, si tu dis terroir puis que tu peux continuer à manger comme tu manges d'habitude, c'est facile à ne pas changer. Un petit peu, Mais dès que tu dis, ok, en fait, selon les guidelines universelles qu'il y a maintenant grâce au Eat Lancet, qui est vraiment... c'est une étude scientifique ou un consensus scientifique exactement, qui dit que ils ont fait un plan alimentaire en fait de comment est-ce qu'on doit manger pour nourrir la planète, pour qu'elle soit saine, les gens de la planète, pas la tout planète, le monde ça, la planète, les gens, c'est ça. Et du coup il y a c'est quand même très clair. C'est de manger un burger chaque 2 semaines, ou un bon bout de steak une fois par mois, et c'est suffisant en termes, au titre alimentaire. Ça Maëva pourrait être beaucoup plus pointilleuse sur ça, mais c'est qu'il y a en fait des guidelines, mais c'est juste que comme tout, si c'est des changements qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, c'est très facile de faire un peu loi, et puis puis on se dit je suis une personne, moi ça change rien. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça aussi. Oui, exactement. Puis après, t'as tout aussi, je regardais encore l'autre jour, tous les aliments qui n'ont pas les bonnes formes, ou qui sont un tout petit peu trop mûrs ou trop passés, etc. Et ça, c'est juste, les gens jettent énormément de choses aussi. Ouais. Du coup, c'est vraiment...
Enfin, ça, c'est aussi par rapport à les grands distributeurs comme la Migros, etc. et tout. C'est aussi à eux de revoir certaines normes de beauté. Mais, enfin, je veux dire, c'est quand même débile de devoir... Enfin, ça change juste parce que ça a une gueule différente. Une carotte qui est toute tordue, c'est une carotte. Hein. Ouais, elle a le même goût, même... Enfin, c'est pas la même chose. Enfin, c'est un peu comme si tu... Enfin, franchement, c'est du racisme au niveau des légumes, quoi. Ouais. Je vais titrer cet épisode comme ça, contre le racisme des légumes. Du coup, pour rebondir sur ce que Tora avait dit avant en termes d'impact environnemental lié à notre alimentation, c'est vrai que les produits qui ont l'impact le plus élevé sont la viande rouge, les viandes blanches, le poisson et les produits laitiers. Et puis, c'est vrai que tout ce qui est d'origine végétale a un impact moindre. Et puis, si on regarde au niveau des guidelines de la Eat Foundation, c'est une réduction importante, ça dépend la quantité de viande que vous mangez, mais il y a vraiment une diminution de la viande rouge, ou alors même de choisir de la viande blanche à la place de la viande rouge une fois sur 2, et puis d'essayer d'inclure aussi plus de produits de saison. Et même d'acheter en vrac l'été, s'il y a des framboises encore jusqu'au mois d'octobre. En Suisse, on a de la chance de mettre quelques barquettes au congélateur. Ça permet d'avoir des framboises aussi l'hiver. Et puis... c'est un peu aussi de revenir aux pratiques de nos grands-mamans, quelque part, enfin, de faire des conserves, que ce soit de la lactofermentation et ce genre de choses aussi. Après, c'est clair que c'est peut-être pas le premier truc auquel tu penses, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça, en fait. Et puis après aussi en termes de vraiment toujours réfléchir local, réduire le packaging, même si le packaging en soi quand même, enfin ça fait partie c'est juste 1% de l'impact de l'alimentation qu'on mange, mais c'est clair que moins de déchets on fait, le mieux c'est. Puis en fonction des saisons, comme Eva elle a dit, et puis vraiment, puis après surtout c'est de se faire plaisir, enfin de voir. Au final, c'est pas une question de réduire ou de se dire je mange rien parce que je mange plus de viande, c'est de rajouter autre chose et puis d'expérimenter avec les différents produits. Et puis c'est vrai que en hiver, t'as tendance d'impression de manger un peu toujours la même chose, des mêmes types de légumes parce qu'on n'a pas le même choix. Mais il y a beaucoup de manières différentes de les cuisiner. Et puis c'est aussi que c'est quelque part, on peut le voir aussi comme un moment pour soi ou un moment que tu partages avec ta famille ou comme ça. Puis c'est surtout aussi si tu as une famille puis que tu cuisines avec tes enfants, c'est tout ça de gagner en termes d'éducation aussi, quelque part, que ça vient en direct. Ouais. Pour le substitut à l'avocat, c'est les courgettes congelées en hiver ou même l'été. Et puis on met des huiles, soit l'huile de noix, même un mélange d'huiles, c'est intéressant parce qu'il y a un profil lipidique qui est différent par rapport aux huiles. Puis ça donne un substitut crémeux au smoothie si jamais. C'est un petit Faut les cuire un petit peu à la vapeur avant de les mettre au congèle, c'est meilleur. Et vous parliez tout à l'heure du forum que vous voulez organiser avec Dévor. Alors, on espère que le Covid passe un peu et que vous puissiez organiser ça. C'est quoi, septembre prochain, l'idée ? Oui. Alors, si je viens, à quoi est-ce que je peux m'attendre ? Alors, on a prévu pour le vendredi une journée un peu plus conséquente en termes de contenu. Donc là, on aimerait avoir des conférences, des panels, mais aussi plutôt des workshops, que ça soit très interactif. Donc, les participants sur place, qu'on espère avoir malgré la situation Covid, vont pouvoir justement essayer de trouver des solutions à un niveau local, mais aussi à un niveau plus global. On aimerait avoir quelques têtes d'affiche aussi qui sont là pour présenter des solutions d'ailleurs, de Suisse, du Graubünden par exemple, de Genève, qui a un plan climat alimentaire très intéressant aussi, qui n'est pas forcément le cas au canton du Valais, ou alors plus à l'international. On a la chance avec Tora qui est suédoise, qui a quelques contacts en Suède, et puis il y a des gens très intéressants là-bas aussi. Et puis de faire une salade de fruits avec plein de gens, plein de compétences, des thématiques différentes et en ressortir des solutions aussi qui pourraient être adaptées dans différentes destinations, mais aussi à un niveau de l'individu. Après, l'objectif, c'est on va de toute façon avoir quelque chose sur place. On sera limité par les restrictions de la Confédération, mais il y aura une partie qui sera en ligne, où là, on réserve aussi pas mal de surprises. Avec le billet, il y aura quand même des expériences à la maison qui seront un peu plus intéressantes que juste être derrière son écran. Et puis pour le samedi et le dimanche, on va refaire un terre haute. Si vous avez eu la chance de regarder la vidéo, peut-être elle sera en lien. C'est une longue tablée dans les montagnes, au milieu des fleurs des Alpes. C'est un voyage culinaire qu'on avait fait l'année passée, parce que vu qu'on n'a pas pu faire le forum, on voulait quand même faire quelque chose. Et puis du coup, c'était de réunir tous les acteurs en quelque sorte du système alimentaire, mais dans une expérience culinaire. Donc on avait Altis, qui est le, entre guillemets,
fournisseur d'électricité et d'eau de Vannes, qui est venu faire une présentation sur la situation de l'eau à un niveau local et global, avec une dégustation d'eau qui a été très, très appréciée. La musique live, on a eu Monsieur Fernand Cuche, qui est un des précurseurs de tout ce qui est l'agriculture bio en Suisse, qui était présent pour faire un discours qui était très poignant. Donc c'est un peu cette ambiance-là qu'on aimerait recréer pour le samedi et le dimanche. Ça fera le 10, 11, 12 septembre 2021. Oui, j'espère que ça va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez partager? Un futur développement. On a déjà testé les présentations dans les écoles privées. Ça se passe très bien, on a des très bons retours. Et puis franchement, c'est le futur. Donc on a aussi envie de donner la parole aux jeunes et puis de comprendre au final quelles sont les tendances aussi, qu'est-ce qui ferait qu'ils changeraient leurs habitudes alimentaires. Et puis, juste pour une petite anecdote, on était quand même dans une classe il y avait 3 classes, donc une quarantaine d'élèves, bien répartis, on confirme. Et on a demandé qui dans la salle était vegan ou végétarien ou flexitarien, ça veut dire avoir une consommation de viande quand même passablement réduite. Personnellement, moi, je m'attendais à avoir plus de monde et on a eu un vegan et une végétarienne qui était la prof de biologie. Et puis, je me disais qu'avec les réseaux sociaux, aussi avec ce mouvement de Friday for Climate ou Friday for Future, ce genre de choses, qu'il y aurait une prise de conscience au niveau alimentaire. Ils avaient quel âge, aussi. Globalement Entre 14 et 18 ans. Ah oui, donc on aurait pu s'attendre. Ouais. Et surtout aussi que justement, on est rentré dans l'école, il y avait des posters et des trucs de genre Fridays for Future partout et tout. Puis du coup, on était c'est cool. Puis après, on leur a posé la question, puis t'es un peu genre là, mais... Ok, il y a un énorme décalage en fait entre ce qui est affiché et ce qui est vraiment fait. Et puis c'est vrai que après aussi c'était une prise de conscience pour nous parce que nous on est quand même vraiment dedans H24 et puis c'est vrai qu'après ça fait un peu comme une chambre d'écho aussi quelque part parce que du coup après ce que tu suis sur Instagram, ce que tu vois et tout, puis que tu vois quand même de la jeunesse qui est peut-être du coup super impliquée là-dedans. Mais c'est vrai que quand tu vas dans le fond du balai, c'est peut-être pas forcément la réalité, leur réalité. Mais c'est vrai que c'était surprenant du fait de savoir que il y en avait juste que un. Ouais, c'est après, je pense que ça dépend aussi des pays. J'imagine que tu poses la question, par exemple, dans une école suédoise, ce serait légèrement différent. Ou bien même, si tu vas peut-être à Zurich ou à Genève. Peut-être, ouais. À voir. Mais c'est justement ce qui était super motivant de faire ce type de workshop aussi avec les étudiants, c'est que comme Eva a dit, c'est le futur, mais c'est aussi de vraiment avoir une réelle prise de température, parce qu'en plus là, comme tout le monde, on a passé des mois sur Zoom, même si tu peux faire des workshops comme ça et tout, c'est pas vraiment la même chose, mais de voir aussi en réalité qu'est-ce que c'est, et aussi en tout cas c'est un bon rappel pour nous de se dire, ça c'est la raison pour laquelle on le fait aussi. Le mot de la fin, si vous avez pu vous donner un conseil il y a quelques années en arrière, ce serait quoi? Alors, je pense que c'est de se poser moins de questions. Vraiment. J'adore. Et de foncer plus rapidement. Toutes les deux de nature, on fait jamais les choses assez vite ou assez bien. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi de se faire un peu quand même plus confiance et d'être peut-être un peu plus cool avec nous-mêmes, parce que c'est vrai que... Après, c'est aussi une force parce qu'on est quand même... c'est pas forcément pour se jeter des fleurs de cette manière-là, mais dire qu'on est quand même vachement discipliné. De ce qu'est-ce qu'on a réussi à faire là en un peu plus de 2 ans, c'est quand même un... Même si au début, c'était pas du tout le but d'être des entrepreneurs, mais au final, on l'est. Mais vraiment, de se faire confiance et puis au final, de prendre plus plaisir du processus et pas de forcément toujours avoir l'objectif final en tête, mais de voir un peu tout ce qui... de voir ce qui se fait entre-temps. Ouais, et d'apprécier aussi les réussites au final. Dès qu'on a fait quelque chose, ok, c'est fini, next, c'est quoi la prochaine étape? Et on court à la suivante. Alors que juste de prendre même 5 minutes au début de semaine, de se dire, ok, la semaine passée, on a fait ça. Et même qu'on le sait, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui. Donc, c'est un conseil que je nous donnerais à l'époque et aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.